ça des 2 otages français en Iran. Voilà, on en a parlé ici même. Jacques Paris, 72 ans, à gauche, ancien prof de maths. Cécile Coller, à droite, sa compagne, 41 ans, prof de lettres. Tous deux avaient été arrêtés il y a 3 ans et demi en Iran. Ils avaient rencontré des enseignants en grève, selon les autorités. Et Téhéran, le régime des mollahs, les accusait d'espionnage. Les accuse toujours d'ailleurs d'espionnage pour le compte d'Israël. Eh bien, ils viennent d'être libérés. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'annonce. Vous nous avez rejoint, Grégory Philippe, chef du service international à LCI. Avez-vous d'autres informations? Écoutez, je vais vous donner 2 mots, et ce sont les mots du communiqué d'Emmanuel Macron. Soulagement immense. Et je pense que tous, on partage ce sentiment. Ça faisait 1277 jours que Cécile Coller et Jacques Paris s'étaient retenus en otage en Iran, à la fin d'un voyage d'agrément de tourisme, accusés d'espionnage, vous l'avez dit. On sentait bien, depuis quelques semaines, que les choses étaient en train de bouger. Vous aviez les autorités iraniennes qui avaient fait état de progrès, notamment après l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, où il y avait eu des rencontres au plus haut sommet. Il y a quelques jours, fin octobre, il y avait la libération d'une Iranienne, Madieh Esfandiari, à Paris, qui était incarcérée pour apologie du terrorisme. Elle avait été remise en liberté conditionnelle en attendant son procès. Donc tout ça, c'était des signaux qui nous laissaient entendre que les choses étaient en train de se jouer. Simplement, d'un point de vue factuel, ils ont été libérés de la prison où ils étaient détenus. Ils sont toujours à Téhéran. Ils sont toujours à Téhéran. Je reprends là aussi les mots du chef de l'État, qui précise que tous les deux sont sortis de la prison d'Evin, qui est la tristement célèbre prison de la capitale iranienne, et qu'ils sont en route pour l'ambassade de France à Téhéran au moment où je parle. Le communiqué date d'il y a 3 minutes. Je me félicite de cette première étape, dit le chef de l'État, et qui précise que le dialogue se poursuit pour permettre leur retour en France le plus rapidement possible. Évidemment, la famille de Cécile Coller et Jacques Paris, qui était extrêmement mobilisée, on a vu ce comité de soutien extrêmement actif, les attend à Paris et puis sans doute dans l'Est de la France. Est-ce qu'on sait s'il y a eu négociation? Est-ce qu'on sait s'il y a eu contrepartie? C'est compliqué de vous le dire précisément, mais avec la libération de cette Iranienne il y a quelques jours, remise en liberté conditionnelle, il y a sans doute eu un échange entre cette femme accusée d'apologie de terrorisme et ces 2 otages, encore une fois accusés d'espionnage en Iran, alors qu'ils effectuaient en 2022, rendez-vous compte, 2022, leur arrestation, un voyage d'agrément dans ce pays. Ce sont 2 enseignants, 2 syndicalistes qui découvraient ce magnifique pays qu'est l'Iran et qui avaient été arrêtés à cette occasion. Au-delà de ce chassé-croisé, donc, dont vous nous parlez ce soir, Grégory, est-ce que ça augure d'une forme, le mot est sans doute très très excessif, mais de détente entre Paris et Téhéran? Oui, sans aucun doute, parce que sur la question des otages, mais aussi sur la question du nucléaire, il y a une volonté, sans doute, de renouer un tout petit peu le contact avec Téhéran, parce que dans cette libération, il se cache évidemment, l'enjeu était énorme sur le plan humanitaire et pour ces 2 personnes, mais il y a des enjeux évidemment beaucoup plus importants qui sont notamment la question du nucléaire iranien, la façon dont on va pouvoir contrôler ou non le développement de ce programme, le rôle que joue l'Iran de grand déstabilisateur dans la région. Donc on est encore une fois extrêmement soulagé pour la libération de Cécile Coller et Jacques Paris, et il y a encore un nombre de dossiers extrêmement importants entre les 2 pays. Voilà, il faut dire que Paris, comme Londres, comme Berlin, ont toujours été favorables à la poursuite d'un dialogue, d'une tentative d'accord avec l'Iran, là où Washington et Israël se sont toujours montrés beaucoup plus durs, en estimant que, de toute façon, les autorités iraniennes, les mollahs, ne respectaient pas l'esprit de cet accord. Et d'ailleurs, dans le contexte diplomatique qui est celui qu'on connaît aujourd'hui avec la libération de ces 2 otages français, on est quelques mois seulement après la guerre des 12 jours, où, souvenez-vous, Israël et les Américains avaient frappé les installations nucléaires iraniennes et frappé notamment la prison d'Evin, qui avait été bombardée. Il y avait eu à l'époque une énorme inquiétude pour le sort des 2 Français qui se trouvaient à la prison d'Evin. Et d'ailleurs, après cette guerre des 12 jours, on ne savait plus exactement dans quel lieu ils étaient détenus.
connus. C'est une autre information que nous avons ce soir. Ils étaient en tout cas ces derniers jours détenus dans la prison d'Evin, qui est malheureusement connue pour y enfermer des opposants avec des pratiques de torture, de détention absolument terribles. La famille de Cécile Colère, je pense à sa sœur Noémie ce soir, nous racontait il y a peu encore ces conditions absolument odieuses, une cellule de 9 mètres carrés, un isolement quasiment total, des visites consulaires extrêmement rares, je crois 2 à 3 par an de la part du consul de France, pas d'accès à la lecture et ce qu'on peut assimiler évidemment à de la torture psychologique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parlait aussi d'otages et non pas de prisonniers. Ils sont libres ce soir et c'est une magnifique nouvelle. Caroline, un mot, on se souvient de votre action aux côtés notamment des femmes et de la tentative d'émancipation, de ce mouvement d'émancipation des femmes en Iran. Vous connaissez bien ce pays. Oui, et j'avais participé à faire rencontrer les leaders de ce mouvement, ou certaines femmes qui accompagnaient Femmes, Vie, Liberté avec le président français. Et je peux vous dire qu'à l'époque, cette rencontre avait été très difficile en raison de nos otages retenus en Iran, auxquels évidemment on pense très fortement à eux et à leurs familles. Le soulagement, le mot est faible, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez raison de rappeler ce qu'est la prison d'Evin. C'est une prison vraiment terrible, c'est la pire prison sans doute qui existe aujourd'hui pour les dissidents, les opposants, les esprits libres que le régime y enferme. Et Jacques Paris et Cécile Colère étaient un levier de pression qu'exerce le régime islamique sur l'Élysée, notre président et la France depuis des années. Assumé, c'est vraiment... Et donc, vous avez bien fait de rappeler qu'il y a eu quand même pas mal de concessions qui ont été faites ces dernières années. Il y a eu effectivement la libération d'un agent d'influence iranien qui a pu retourner en Iran, proche d'un autre agent d'influence iranien qui est en passe d'être jugé lui aussi. Donc il y a des tractations qui durent depuis des années au sujet de cette libération. Et la France aujourd'hui négocie avec un régime qui est affaibli, iranien, et qui n'est pas affaibli à cause de la position du Quai d'Orsay, qui est plutôt de toujours négocier avec le régime iranien, qui est affaibli à cause de la guerre menée par Washington. Abnous nous relatait hier le contenu de ce rapport qui faisait de l'ambassade d'Iran en France le quartier général d'une opération d'ingérence. On ne peut pas le dire autrement, c'est le mot qu'on emploie pour la Russie, c'était la même chose pour l'Iran. Donc c'est vrai que le contexte n'était pas forcément favorable, mais vous nous avez rappelé la libération de cette Iranienne, de cet agent. D'un mot, rappelez aussi qu'il y a peu, Cécile Colère et Jacques Paris ont été condamnés à des peines de prison extrêmement lourdes en Iran, 17 années et 20 années de réclusion. Et ce qui est paradoxal, parce qu'on échangeait évidemment depuis des semaines beaucoup avec les proches de ces deux otages et avec les diplomates français, c'est que cette condamnation a sans doute permis ce qui se déroule aujourd'hui. On a dans un premier temps perçu ça comme une terrible nouvelle, 17 ans et 20 ans de prison en Iran, mais en fait, après leur condamnation, ça a sans doute permis la poursuite des tractations et peut-être, alors je n'ai pas les termes juridiques de la République islamique d'Iran, mais une forme de grâce ou d'échange intervenu après ces très lourdes condamnations. Alors, on nous dit qu'ils sont actuellement à la résidence de France. Donc ils sont avec les autorités françaises, en lieu sûr, pour le dire dans un langage évidemment... on est heureux pour eux et pour leur famille. Oui, Dominique ? Non, mais une phrase, c'est pour dire qu'à côté de l'Iran, il y a l'Algérie, et on voit que de plus en plus d'États utilisent maintenant la technique des otages pour peser dans les relations internationales. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'existait pas de la même manière. C'était les mouvements terroristes qui, il y a 30 ans, avaient ce type d'action. Aujourd'hui, ce sont des États institutionnels, donc, qui... ont des otages, c'est évidemment... on est très soulagés ce soir, bien évidemment. Sur l'Algérie, Boualem Sansa, évidemment, et Christophe Glaise, le journaliste qui faisait un reportage là-bas. Et qui Il faut rappeler, parce que c'est peut-être dans l'esprit de ceux qui nous regardent, que récemment, il y a un autre Français qui avait été arrêté, un cycliste, qui, semble-t-il, n'avait pas du tout conscience de l'endroit où, entre guillemets, il mettait les pieds. Là, en l'occurrence, il était plutôt à vélo. Et qui a été libéré il n'y a pas très longtemps. Si je ne me trompe pas, Benjamin Brière. Non, est-ce que c'est celui-là dont on parle ? Oui, en tout cas, il y a eu ce cyclotouriste, effectivement, qui s'est trouvé en Iran un peu malheureusement, parce qu'il suivait son aventure. Et oui, on avait obtenu cette libération. Celle de Cécile Colère et Jacques Paris, ça a été extrêmement longue à obtenir, parce qu'ils... On se faisait du souci pour eux, il faut le dire clairement. Non, mais parce qu'ils étaient accusés puis condamnés pour espionnage,
au profit d'Israël. Donc vous imaginez ce que ça signifie pour les autorités iraniennes. Et il y avait eu, souvenez-vous, dans les premières semaines de leur arrestation, des aveux absolument terribles qui avaient été filmés, évidemment mis en scène, où Cécile Collère avait été obligée de reconnaître, sous la pression évidemment, qu'elle était une espionne. Je ne veux pas vous embarrasser, Grégory, parce qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Mais pourquoi certains otages ont-ils plus de prix, entre guillemets, que d'autres? Ce couple, Jacques Paris, Cécile Collère, semblait en avoir beaucoup plus donc, aux yeux des autorités iraniennes que Benjamin Brière, je crois que c'est son nom, effectivement, mais on va vérifier, que vous mentionnez. Je crois que la question des aveux, qui ont été évidemment forcés et obtenus sous la contrainte, a beaucoup joué, parce que pour la République islamique d'Iran, officiellement, ils avaient avoué être des espions. Donc, et évidemment, c'est une toute autre histoire qu'un cyclotouriste qui se retrouve un peu par hasard en territoire iranien. Oui, Hervé, Arlette, non? Un mot? Oui, on pense aux 2 Français, nos compatriotes, effectivement, aussi en Algérie, parce que on se dit, c'est toujours les espoirs. Là, il y a des dates, alors on arrive au 1er novembre, alors on se dit peut-être que, etc. Et je trouve qu'il y a toujours la même émotion chaque fois qu'un Français est libéré, qu'on est suivi ou pas. Il y a un moment de grande joie et de soulagement en imaginant. On a beaucoup imaginé dans cette prison, et notamment Cécile Collère, comment elle pouvait résister ou pas. Et je pense que c'est un moment de bonheur et de soulagement, d'émotion aussi. Et encore une fois, on espère, en regardant aussi du côté de l'Algérie, qu'on aura on pense une bonne nouvelle. Boualem Sansal, bien sûr. Il se passe toujours des choses de l'ordre de la négociation que nous ne savons pas, et en général on les apprend ou on les devine en partie au moment du dénouement. Donc il faut espérer qu'on en soit là aussi entre la France et l'Algérie. Même quand les relations sont hostiles, on pense à eux, Boualem Sansal et Christophe Glaise, notre confrère, journaliste sportif, qui était allé interviewer les joueurs d'un club de foot en Kabylie, qui s'est trouvé arrêté, interpellé, jeté en prison. Et juste une précision sur le cycliste que vous évoquez, c'est Lennart Monterlos, ce jeune cycliste franco-allemand qui lui a été libéré récemment au début du mois d'octobre. Benjamin Brière, c'était une autre détention un peu plus ancienne qui lui aussi avait été remis en liberté après un séjour extrêmement difficile dans la prison d'Evin. Ah, je croyais que vous vouliez intervenir. Voilà, si vous nous rejoignez 19h35, c'est la nouvelle et la bonne nouvelle du jour. Les 2 otages français au Liban libérés. Jacques Paris, 72 ans, à gauche, là, sur la rivière, à gauche de votre écran, et sa compagne, Cécile Collère, 41 ans, professeur de lettres. Ils étaient détenus depuis un peu plus de 3 ans. Depuis le printemps 2022, ils avaient été arrêtés, vous l'avez rappelé, Grégory, soupçonnés d'avoir été des espions, et puis soupçonnés ensuite d'avoir été des espions au profit d'Israël. Eh bien, ils sont libres et ils se trouvent ce soir à la résidence de France à Téhéran, en attendant de regagner la France par avion. On sera dans un instant avec les familles. La famille, en l'occurrence de Cécile Collère, sa sœur, sera avec nous. Mais pour l'instant, on accueille Abnous Chalmani. Bonsoir. Bonsoir Abnous. Alors l'Iran, vous, c'est votre terre d'origine. On rappelle que vous y avez vécu jusqu'à l'âge de 7 ans. 8 ans. Vous connaissez parfaitement le pays. Vous nous faisiez part d'ailleurs hier, ici même, de ce rapport, de ce travail d'enquête sur l'ingérence iranienne en France. Qu'est-ce qui vous vient comme réflexion à l'annonce de cette information? C'est toujours pareil, c'est le premier sentiment, c'est un sentiment de soulagement, parce que être otage en Iran, sous la République islamique d'Iran, qui plus est dans la prison d'Evin, rien que ce que vous mentionnez tout à l'heure, les feux aveux, le fait de se retrouver devant une caméra et de devoir mentir pour espérer sauver sa peau, parce que tout est fait pour vous faire croire que si vous le faites mal, vous allez mourir. Cette tension psychologique permanente qui fait osciller votre vie sous vos yeux, c'est déjà terrifiant. Et juste après, il y a forcément, après l'émotion, le cerveau qui se met en marche. Et depuis l'avènement des Mollahs et la République islamique d'Iran en 1979, la politique des otages, c'est une spécialité iranienne.
c'est qu'ils maîtrisent. Ils savent exactement quel levier utiliser, quand libérer, contre quoi, à quel moment. Et je ne peux pas m'empêcher, c'est comme vous le disiez, ce rapport indépendant sort sur l'influence néfaste, dangereuse, toxique, au même titre que les Russes, peut-être même davantage, parce qu'ils sont installés depuis plus longtemps, ils sont encore plus en sourdine et ont échappé beaucoup plus à notre vigilance de la monarchie en France, et d'autant plus que ça passe clairement par l'ambassade d'Iran en France, donc par la représentation officielle. Donc il y a quelque chose qui me dit déjà on va libérer, je pense qu'elle va repartir dans un avion, on va découvrir que la jeune femme qui a été accusée, qui a été arrêtée pour apologie du terrorisme et qui, à mon avis, ne faisait pas que de l'apologie du terrorisme, mais devait certainement faire du recrutement parmi la jeunesse, qui devait comme ça faire un travail de propagande sur le terrain, et ben tout d'un coup on va apprendre qu'elle est partie très discrètement en Iran. On a vu le cas aussi en Belgique, quelqu'un qui avait préparé un attentat contre les Moudjahidines. Je n'ai aucune amitié pour les Moudjahidines, qui sont les pires des islamistes et le pire des marxistes, mais il n'empêche qu'il y avait quand même eu une tentative d'attentat. Et cet homme qui travaillait à l'ambassade d'Iran en Belgique a été, un jour les Belges ont annoncé qu'il était parti. Et tout d'un coup, il y a eu pendant un moment d'accalmie où il n'y avait plus aucun problème avec l'espionnage iranien en Belgique. Hop, tout à coup, il y avait une espèce de shutdown. C'était assez terrifiant. Et moi, c'est toujours ce que je crains. Et quand on sait, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à nos autres otages, et en l'occurrence à Boualem Sansal et à Christophe Glaise, c'est qu'on sait qu'il y a un rapprochement entre Téhéran et Alger. On sait que Téhéran fait préféter Alger. Alors, concrètement, je vais vous dire, un des rapprochements, c'est que dès 1979, l'Iran est très présent. Alors, maintenant, ça se voit. Avant ça se voyait moins, très présent en Afrique noire à travers la Russie, bénéficie des réseaux russes. Et maintenant qu'il y a de moins en moins d'Occidentaux, en l'occurrence de Français, vous avez remarqué que c'est les Russes qui prennent la place. Et quand vous suivez un peu, vous découvrez, il y a un ministre des Transports malien qui était à Téhéran. La semaine d'après, c'était un ministre de l'énergie du Tchad qui était à Téhéran. Et puis vous retrouvez toujours, vous tombez sur un Iranien dans les couloirs du pouvoir du Mali, du Sénégal. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Et c'est assez inattendu. Et l'Algérie, qui est en désaveu diplomatique par rapport au Maroc, qui a pris quand même une place, et on l'a vu avec le Sahara occidental, la manière dont ils ont réussi à convaincre, on se retrouve avec une Algérie qui se trouve isolée. Et c'est là aussi où... et je mets chance avec des guillemets en béton armé, où la guerre Israël-Hamas a joué énormément, c'est que ça a permis une espèce de rapprochement qui existait déjà, mais vraiment fortement idéologique entre Alger et Téhéran, et qui permet à Alger de retisser des réseaux diplomatiques et qui passe par, le soutien au Hamas et pas aux Palestiniens. Il faut quand même toujours garder ça en tête. Et que là, ils sont en train de bénéficier. On a retrouvé des Algériens dans les valises des Iraniens en mission diplomatique en Afrique noire. Donc, et là ça m'inquiète d'autant plus, ça me réjouit pour Cécile Collère et son compagnon, et ça me désespère pour Christophe Glaise et Boualem Sansal.